Avant de plonger dans l'histoire intense d'aujourd'hui, un petit rappel. Plus de 90% de nos spectateurs regardent nos vidéos sans être abonnés. Si vous aimez ce genre de contenu, prenez une seconde pour vous abonner et activez la cloche pour ne rien rater. Et si vous trouvez cette histoire captivante, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça nous aide énormément. Je m'appelle Camille, j'ai 38 ans, et pendant plus de 10 ans, j'ai cru que j'avais une vie parfaite. Un mari aimant, 2 enfants adorables, une belle maison, un cercle d'amis fidèles. Tout ce que je voulais, tout ce que j'avais toujours espéré. J'étais cette femme qui croyait encore aux contes de fées modernes, à l'amour sincère et aux promesses tenues. Mais la réalité, elle, s'est chargée de me réveiller brutalement. Il s'appelle Adrien. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Il n'était pas le plus beau, ni le plus populaire, mais il avait cette façon de me regarder, comme si j'étais la seule femme dans la pièce. Il me faisait rire, il m'écoutait, il me faisait sentir importante. Je suis tombée amoureuse de lui sans me poser de questions. 3 ans plus tard, on se mariait. C'était simple, sincère, rempli d'émotions. J'étais convaincue que j'avais trouvé mon âme sœur. Les premières années de notre mariage ont été magnifiques. Nous avons voyagé, ri, construit notre foyer. Lorsqu'Anaïs est née, puis Paul 2 ans plus tard, nous étions comblés. Il était un bon père, présent, attentionné. On se partageait les responsabilités, on se consultait pour tout. Les gens nous enviaient. « Vous êtes le couple parfait », disait-il souvent. Je les croyais. Et puis, quelque chose a commencé à changer, lentement, insidieusement. Adrien rentrait plus tard du travail. Il était plus souvent sur son téléphone, plus distrait, plus froid. Il disait que c'était la pression au bureau, les deadlines, les réunions interminables. Je l'ai cru. Ou plutôt, j'ai voulu le croire, parce que c'était plus facile que d'envisager autre chose. Que d'admettre que peut-être, il y avait une autre femme. Je ne suis pas une femme jalouse, du moins, je ne pensais pas l'être. Mais l'intuition féminine est un radar qu'on ne devrait jamais ignorer. Il y avait des petits détails. Son parfum quand il rentrait, pas le sien. Ses chemises, parfois trop fraîches, comme si elles avaient été changées ailleurs. Et ce sourire absent, cette manière de me prendre dans ses bras sans réellement me serrer. J'ai commencé à douter, puis à fouiller. J'ai honte de le dire, mais j'ai regardé dans son téléphone un soir où il s'était endormi dans le salon. Ce que j'y ai trouvé m'a glacée. Des messages, des photos, une autre femme, une certaine Élodie. Le choc a été violent. Je suis restée figée, incapable de respirer. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai tout lu, chaque message, chaque mot doux qu'il ne m'avait plus dit depuis des mois. Je voulais vomir, mais je n'ai pas crié, je ne l'ai pas réveillé. Je suis montée dans notre chambre, je me suis allongée à côté de lui comme si de rien n'était. Je ne savais pas quoi faire. Pas encore. Le lendemain matin, je l'ai observé pendant qu'il se préparait. Il sifflotait, insouciant. Comme si tout allait bien. Comme si sa trahison n'existait que dans mon esprit. Il m'a embrassée sur le front et est parti au travail. J'ai fermé la porte derrière lui et je me suis effondrée. J'ai pleuré pendant des heures, de rage, de honte, de tristesse. J'avais envie de hurler. Mais je me suis juré que je ne serais pas une victime. Pas moi. J'allais me relever. J'allais comprendre. Et surtout, j'allais lui faire payer. Je n'ai rien dit tout de suite. Je voulais en savoir plus. Qui était cette Élodie? Comment s'étaient-ils rencontrés? Depuis combien de temps? J'ai mené ma propre enquête. J'ai fouillé ses réseaux sociaux, ses relevés bancaires. J'ai même discrètement suivi ses déplacements. Et je l'ai vue. Une femme plus jeune que moi, sans enfant, célibataire. Elle travaillait dans une agence de communication. Jolie, souriante. Elle n'avait aucune idée de l'existence de ses enfants, de notre famille.
Elle n'était pas juste une aventure. Elle croyait à leur histoire. Et lui, il jouait les hommes libres. J'ai eu envie d'aller la voir, de tout lui balancer, de la gifler. Mais ce n'était pas encore le moment. Ma vengeance devait être plus subtile, plus lente, plus profonde. J'ai commencé par changer, physiquement, mentalement. Je suis retournée à la salle de sport, j'ai revu ma garde-robe, j'ai recommencé à sortir avec des amis, à sourire. Adrien semblait surpris. Il me posait des questions, me regardait différemment. Il ne savait pas que je savais, et je comptais bien en jouer. J'ai aussi commencé à documenter tout ce que je pouvais. Capture d'écran, enregistrement, preuve de ses absences. Je me suis renseignée sur mes droits, j'ai consulté un avocat. Je voulais être prête pour le moment où je frapperais. Car oui, j'allais frapper, mais pas avec mes poings, avec les armes les plus puissantes que j'avais, mon calme, ma détermination et la vérité. Pendant ce temps, Adrien continuait son double jeu. Il mentait, il riait, il faisait des projets avec moi tout en menant sa double vie. Parfois, je le regardais et je me demandais comment il pouvait faire ça. Comment il pouvait s'endormir à côté de moi alors qu'il trahissait tout ce que nous avions construit. Mais je ne pleurais plus, je préparais mon plan. Un jour, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était elle, Élodie. Elle me demandait si j'étais bien l'épouse d'Adrien. Mon sang n'a fait qu'un tour. Mon instinct m'a hurlé que le moment était venu. Mais je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais savoir ce qu'elle savait, ce qu'elle avait découvert, ce qu'elle pensait. 2 jours plus tard, elle m'a envoyé une photo de deux, en vacances. Adrien lui avait dit qu'il était en instance de divorce, que je l'empêchais de voir ses enfants, que j'étais une femme manipulatrice. Je ne savais pas s'il croyait à ses propres mensonges ou s'il jouait un rôle. Mais j'avais maintenant une alliée, et je comptais bien l'utiliser. Je lui ai répondu. Calme. Froidement. Je lui ai dit que non, nous n'étions pas en instance de divorce, que j'ignorais tout de leur relation jusqu'à il y a peu, et que j'avais toutes les preuves nécessaires. Ce qu'elle a fait ensuite m'a surprise. Elle m'a demandé à me voir. J'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville. Moi, tendue, le cœur battant. Elle, nerveuse, visiblement bouleversée. Elle s'appelait Élodie, et elle ne ressemblait en rien à l'image que je m'étais faite d'elle. Elle n'était pas arrogante, ni provocante, juste perdue. Elle s'est excusée, d'abord timidement, puis avec sincérité. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas, qu'Adrien lui avait juré être séparés, que je le retenais en otage, que notre mariage n'était qu'un papier. Elle croyait en lui, comme moi, autrefois. J'ai écouté sans l'interrompre. Elle m'a montré des messages, des photos, des preuves de week-end passés ensemble, des mensonges soigneusement tissés. Adrien avait créé 2 mondes, 2 réalités parallèles, et nous étions 2 femmes qui venaient de se heurter brutalement à la vérité. Élodie m'a demandé ce que j'allais faire. Je lui ai simplement répondu « Je vais le laisser tomber, mais à ma manière ». Elle a hoché la tête. Je voyais dans ses yeux la même douleur que dans les miens. Elle n'était pas mon ennemie. Elle était une autre victime. À partir de ce jour, nous avons commencé à échanger régulièrement. Élodie voulait tourner la page. Elle avait coupé tout contact avec Adrien. Mais moi, je n'avais pas terminé. Je voulais qu'il ressente une fraction de ce que j'avais enduré. Et j'avais tout ce qu'il fallait pour ça. J'ai continué à jouer mon rôle de femme aveugle. À la maison, je souriais, je préparais les repas, je riais avec les enfants. Adrien, lui, pensait que j'étais revenue vers lui, que j'avais changé. Il ne se doutait de rien. Mieux encore, il se sentait en sécurité. Ce qu'il ignorait, c'est que chaque jour,
Je construisais la scène de sa chute. J'ai organisé une fête pour nos 15 ans de mariage, une grande réception à la maison, avec tous nos proches, famille, amis, collègues. Adrien était enthousiaste. Il m'a même offert un bijou, pensant sans doute que c'était un nouveau départ. Il était loin du compte. Le soir de la fête, tout le monde était là. La maison était pleine, les rires résonnaient, les enfants courèrent partout. Adrien faisait le tour des invités, fier, heureux. Je portais une robe rouge, élégante, que je n'avais pas sortie depuis des années. Je me tenais droite, déterminée. Puis, à la fin du repas, j'ai demandé un moment d'attention. Je suis montée sur une petite estrade improvisée, j'ai pris le micro et j'ai regardé Adrien dans les yeux. Il me souriait, confiant. Je lui ai rendu son sourire. Et j'ai commencé à parler. Je lui ai dit à quel point j'étais reconnaissante pour ces 15 années, pour nos enfants, pour tous les souvenirs. Puis j'ai parlé de la confiance, de l'importance de l'honnêteté, de la loyauté, de ce que cela signifie, vraiment, d'aimer quelqu'un. Et ensuite, j'ai raconté une histoire. Pas la mienne, pas la sienne, la nôtre. J'ai dévoilé, avec calme, sans colère, sans larmes, les mensonges, les absences, les trahisons. J'ai montré des extraits de messages projetés sur un écran. J'ai montré les photos, les dates, les preuves, l'histoire d'un homme qui jouait avec 2 femmes et qui pensait pouvoir ne jamais payer le prix. Il a blêmi. Il a tenté de m'arrêter, de m'interrompre. Mais il était trop tard. Tout le monde voyait. Tout le monde entendait. La salle est devenue silencieuse. Les regards se sont tournés vers lui, puis vers moi. Certains ont baissé les yeux. D'autres ont secoué la tête. Adrien a quitté la pièce, furieux, humilié. Moi, je suis restée là, droite, fière. Je n'avais pas pleuré. Je n'avais pas crié. J'avais juste exposé la vérité. Et c'était plus que suffisant. Le lendemain, il a tenté de me parler. Il m'a supplié de lui pardonner, de lui laisser une chance. Il a nié certaines choses, minimisé d'autres. Il m'a dit qu'il m'aimait encore, qu'il regrettait. Je l'ai écouté. Puis je lui ai dit que tout était déjà terminé. Je lui ai annoncé que j'avais engagé une procédure de divorce, que j'avais la garde des enfants, que j'avais sécurisé nos comptes, que j'avais l'appui d'un avocat et que je ne voulais plus jamais entendre ses promesses. Il est parti. Il n'a pas eu le choix. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai repris ma vie en main. J'ai redécouvert la liberté, la paix. J'ai réaménagé la maison, changé les meubles, repeint les murs. J'ai même changé de coupe de cheveux. C'était symbolique. Une manière de dire « je suis encore là » et je suis plus forte. Les enfants ont eu des questions. Bien sûr. Je leur ai dit la vérité, adaptée à leur âge. Je leur ai parlé de respect, de confiance, de choix. Je n'ai pas sali l'image de leur père. Mais je ne l'ai pas protégée non plus. Quant à Élodie, elle a déménagé. Elle a trouvé un nouvel emploi dans une autre ville. Nous restons en contact de temps en temps. Une étrange amitié est née de cette trahison. Comme quoi, même les pires blessures peuvent révéler des liens inattendus. Je ne suis pas une femme brisée. Je suis une femme reconstruite, transformée. Et ma revanche, ce n'était pas de détruire Adrien. C'était de me reconstruire sans lui, de montrer à mes enfants qu'on peut se relever dignement, même après la plus douloureuse des trahisons. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Non, parce que certaines vérités, même lorsqu'elles explosent, laissent encore des braises. Et parfois, elles rallument d'autres flammes, d'autres révélations, d'autres combats. Et moi, j'étais prête à les affronter. Quelques semaines après le départ d'Adrien, je croyais avoir tout découvert, tout affronté. Mais la vie aime surprendre, même quand on pense avoir repris le contrôle.
Un matin, je reçois un appel inattendu de l'école de Paul. Il avait eu un petit accident au sport. Rien de grave, juste une entorse, mais il fallait venir le chercher. Je laisse tout en plan, je file à l'école. Quand j'arrive, je tombe nez à nez avec Adrien. Il était déjà là. Il m'explique qu'il voulait s'impliquer davantage, qu'il regrettait de ne pas avoir été plus présent pour les enfants. Il ne me regarde pas vraiment dans les yeux, mais je sens qu'il essaie de donner une bonne image. Je le laisse parler. Mais quelque chose en moi reste en alerte. Une intuition. Encore. Ce soir-là, je me replonge dans les papiers du divorce, les documents légaux. Je contacte mon avocate. Et elle me confirme une chose étrange. Adrien, depuis quelques jours, tente d'accélérer le processus de partage des biens. En particulier, il cherche à vendre un terrain que nous avions acheté ensemble quelques années plus tôt, sous prétexte de régler des dettes. Sauf que je connaissais ces soi-disant dettes. Elles n'existaient pas. En creusant un peu, j'ai découvert que ce terrain était en passe d'être revendu à une société dans laquelle il avait des parts cachées. Il essayait, en silence, de détourner une partie de notre patrimoine avant la finalisation du divorce. Là, j'ai compris. Mon silence, ma retenue, mon calme, il les avait interprétés comme une faiblesse, comme une porte ouverte à la manipulation. Il pensait encore pouvoir me duper, me voler, me salir. Alors, une fois encore, je me suis levée. Pas avec des cris, pas avec des larmes, mais avec des preuves. J'ai envoyé un courrier officiel à mon avocate avec tous les documents nécessaires. Je suis allée au notaire, j'ai mis un veto sur toute transaction. Et surtout, j'ai convoqué Adrien à une médiation en présence d'un huissier. Il ne s'y attendait pas. Son visage en entrant dans la pièce, en découvrant les preuves imprimées, classées, irréfutables. Je n'oublierai jamais ce moment. Il a tenté de se justifier. Encore. Mais cette fois, personne ne l'écoutait. Le masque était tombé. Et moi, je n'étais plus la femme douce et naïve d'autrefois. J'étais devenue une muraille. La justice a tranché. Le terrain m'est revenu. Intégralement. Et avec lui, la dernière parcelle de pouvoir qu'Adrien pensait encore posséder. Après cela, il s'est peu à peu effacé. Il voit les enfants un week-end sur 2. Il me salue froidement quand il vient les chercher. Il ne parle plus de pardon. Il sait que ce mot n'a plus de place ici. Quant à moi, ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. J'ai repris des études à distance en psychologie. J'ai toujours voulu comprendre les gens, leurs blessures, leurs choix. Mon histoire, ma chute, ma remontée. Tout cela a éveillé en moi un besoin d'aider, d'écouter, de guider. J'ai aussi commencé à écrire. D'abord pour moi, puis pour d'autres. J'ai raconté mon histoire, anonymement, sur un blog. Et les réactions ont été incroyables. Des femmes, mais aussi des hommes, m'ont écrit. Ils se reconnaissaient dans mes mots. Ils me remerciaient. Certains m'ont même dit que mes textes leur avaient donné le courage de partir, ou de rester, ou de parler. Ce que je croyais être une fin n'était en réalité qu'un début. Mon entourage m'a beaucoup soutenue. Mes parents, mes amis, mes collègues. Même ceux qui ne comprenaient pas au début ont fini par voir que je n'étais pas animée par la haine, mais par la vérité. J'ai reçu de l'amour, du respect. Et surtout, j'ai retrouvé celui que j'avais perdu depuis longtemps. Le respect de moi-même. Un jour, alors que je rangeais de vieux cartons, je suis tombée sur une photo de notre mariage. Adrien et moi, jeunes, heureux, naïfs. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri non plus. J'ai juste ressenti une paix étrange. Cette photo appartenait à une autre époque, à une autre femme, et cette femme n'existait plus. Aujourd'hui, je m'appelle toujours Camille. J'ai toujours mes 2 enfants, ma maison, mon rire. Mais je suis plus forte, plus lucide, et surtout, plus libre. Ma vengeance n'a pas été dans la destruction.
elle a été dans la reconstruction. Parce que parfois, le plus bel acte de revanche, c'est de prouver qu'on n'avait pas besoin de l'autre pour briller. Et moi, je brille, sans lui.